Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, retour du président de Kigali après sa participation à la cérémonie du 25e anniversaire du génocide rwandais de 1994. Et enfin, au Sénégal, le président Macky Sall va supprimer le poste de Premier ministre. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a regagné aujourd'hui, en début d'après-midi, le pays à l'issue d'une double mission de travail à l'étranger qui l'a successivement conduit à Amman en Jordanie et à Kigali au Rwanda. À Amman, première étape de son déplacement à l'étranger, le président Guelleh a pris part aux travaux d'un forum économique mondial dédié à la vaste région du MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord. Forum planétaire, la rencontre d'Amman avait un double visée, celle d'une assise internationale militant en faveur du renforcement de la paix et de la stabilité dans cette partie du monde marquée par des conflits à répétition, et celle d'élaborer un inventaire général des dispositions de cette région en vue d'un plus grand développement et d'une plus grande intégration économique de la MENA. Sous la houlette de son principal dirigeant, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, notre pays concourait à un rang prépondérant aux travaux de cette réunion qui a eu lieu à Amman en Jordanie. Hub logistique et transbordement indispensable aux échanges commerciaux de la Corne d'Afrique, il mettait à la disposition de ce forum économique planétaire ses atouts et ses spécificités. Modèle de stabilité politique, sociale, il offrait aussi à ces sommets mondiaux son expertise et savoir-faire liés à la conduite des politiques de consensus propices à la coexistence fraternelle et amicale des peuples. À Amman, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'était en marge de sa participation aux travaux du Forum économique mondial, entretenu avec le roi du royaume de Jordanie, Sa Majesté Abdallah II. Il s'était également toujours en marge des travaux du sommet entretenu avec le fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, M. Klaus Schwab. À Kigali, au Rwanda, seconde étape de son récent déplacement à l'étranger, le chef de l'État avait l'invitation de son homologue Paul Kagame, parti aux côtés d'une trentaine d'autres chefs d'État et de gouvernement aux festivités liées à la commémoration du 25e anniversaire du génocide qui a eu lieu dans ce pays en 1994. Dans le cadre de cette participation, le chef de l'État s'était livré à toutes les rites et activités prévues à la célébration du génocide rwandais, la plus grande épreuve de l'histoire récente de ce pays. Les dépôts d'une fleur sur le site Gihozi à Kigali ayant abrité un pourcentage élevé, auquel le président de la République y a pris part. A noter que la participation du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à la célébration du 25e anniversaire du génocide rwandais s'était manifestée sous la forme d'un discours qu'il a prononcé au sein de la conférence officielle dédiée à cet événement qui s'est déroulé à Kigali Convention Center, un site intégré à l'hôtel Radisson, l'un des plus grands célèbres hôtels de la capitale rwandaise. Rappelons-le, la commémoration du 25e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis a eu lieu aujourd'hui. La période de commémoration communément connue comme Kibuka, le mot Kiwanda pour la mémoire, et a été l'occasion ce matin de rendre hommage aux victimes, de réconforter ceux qui ont survécu. Il a été également rendu hommage aux sacrifices qui ont ramené le Rwanda à la vie sur le parcours de la transformation au cours des 25 dernières années. Arrivé hier soir à Kigali, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part ce matin à ces commémorations en procédant plutôt dans un premier temps au dépôt de gerbes, de fleurs au Memorial Kigali Center, aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président rwandais Paul Kagame. Ensuite, le chef de l'État a participé au cérémonial de rivérage de la flamme de la mémoire au Mémorial du génocide de Kigali. Kiwibuka 25 est un appel de la nouvelle génération rwandaise post-génocide à préserver et à perpétuer l'héritage de résilience, d'intégrité, d'unité afin de forger un meilleur avenir pour leur pays. Par la suite, le numéro 1 djiboutien a pris la direction de Kigali Convention Center où s'est déroulée la cérémonie de commémoration nationale. Cette cérémonie a vu la participation outre du président Guelleh, du président Kagame, du président du Congo, du Niger, des premiers ministres éthiopiens et belges, des présidents des commissions africaines et européennes, entre autres. Le chef de l'État a déposé un gerbe aux côtés
ont déposé un gerbe de fleurs au mémorial Kigali Center, aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains, dont le président rwandais Paul Kagame et sa femme. Entre autres, dans un discours très marqué prononcé à cette occasion, le chef de l'État, son Excellence Mahama Guelleh, a remercié dans un premier temps le président Kagame et pour son invitation. Il a indiqué dans son discours que le Rwanda a payé le prix fort, a-t-il indiqué le chef de l'État. Le prix en raison de la folie meurtrière des personnes malfaisantes. Le chef de l'État a poursuivi son intervention en rappelant qu'aujourd'hui, le Rwanda et son peuple sont cités comme exemple de bonne gouvernance, de champions des technologies de l'information et de la communication en Afrique, des pays émergents aux perspectives très prometteuses. On écoute le chef de l'État. Monsieur le chef d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, c'est un énorme privilège pour moi de prendre part à la commémoration du 25e anniversaire du génocide au Rwanda. Je tiens à remercier mon frère, le président Paul Kagame, de nous avoir fait l'honneur de nous inviter à cette cérémonie de souvenirs et de mémoire de l'une des pages les plus sombres de l'histoire de ce beau pays. Le peuple rwandais a payé le prix fort en raison de la folie meurtrière des personnes malfaisantes, uniquement motivées par l'esprit de destruction et de meurtre. En 1994, plus d'1 million de personnes innocentes ont été sauvagement assassinées avec la complicité des pouvoirs publics de l'époque et d'entités externes. En 3 mois, un massacre innommable s'est déroulé au vu et au su de la communauté internationale. Le pays a été complètement écartelé et le tissu social disloqué. Cette tragédie sans précédent sur notre continent doit nous rappeler constamment que l'inaction et l'indécision face à des crises de cette ampleur conduisent irrémédiablement à une tragédie sans précédent. Excellences, mesdames et messieurs, l'on apprend toujours des erreurs du passé pour peu que l'on daigne consacrer un peu de notre temps à la réflexion et la méditation sur les événements passés. Certes, il appartient aux générations présentes et à venir de faire cet effort mémoriel. Cependant, nous restons convaincus qu'il ne s'agit pas de ressasser un passé douloureux pour entretenir des sentiments de revanche ou de vendetta. Le Rwanda et son peuple ont démontré tout à fait le contraire. En 25 ans, le pays a bâti une solide image de concorde nationale et de cohésion sociale sous le leadership éclairé du président Paul Kagame. En effet, le processus de justice et de vérité et de réconciliation a permis de jeter les bases d'une société tolérante et orientée vers le progrès. Quel chemin parcouru par ce pays frère en un peu plus de 2 décennies. Par ailleurs, le chef de l'État, son Excellence Mahama Guelleh, a salué les énormes progrès réalisés par le Rwanda après le génocide, notamment dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication, qui ont fait un modèle pour l'Afrique. Le chef de l'État a exprimé sa solidarité avec les dirigeants, le gouvernement et le peuple rwandais. On le réécoute. Le Rwanda est cité un exemple de bonne gouvernance, de champion des technologies de l'information et de la communication en Afrique et des pays émergents aux perspectives très prometteuses. Qui aurait imaginé cela au lendemain d'un génocide terriblement dévastateur? Excellences, mesdames et messieurs, nous sommes venus à Kigali aujourd'hui pour exprimer notre solidarité
et notre sympathie au peuple rwandais, son gouvernement et son président, notre frère Paul Kagame. Vous nous remplissez de fierté et d'empathie, tant les épreuves que vous avez eues à subir ont été surhumaines. En Afrique, notre cher continent, nous sommes tenus de continuer à promouvoir l'architecture de paix, à consolider les processus de stabilisation des pays en crise et de poursuivre le travail remarquable abattu par toutes les instances et les mécanismes déployés par l'Union africaine. Nous sommes, dans bon nombre de pays africains et de régions, en plein processus de transformation et de changement de paradigme dans le sens d'une plus grande sécurité pour nos peuples et d'une prospérité partagée. C'est la condition sine qua non pour éviter la répétition du drame qu'a vécu le Rwanda ailleurs sur notre continent. J'aimerais saisir l'opportunité qui m'est offerte à cette cérémonie pour avoir une pensée à toutes les familles des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda et leur dire combien nous compatissons avec elles au cours de ces brefs instants de souvenir et de mémoire. Pareillement, je ne pourrais pas saluer tous les soldats de la paix, ne pas saluer tous les soldats de la paix, hommes et femmes en uniforme, qui, sous la bannière des Nations Unies et de l'Union africaine, font sacrifice de leur vie pour préserver la paix et la sécurité sur notre continent à travers le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, je terminerai mon allocution en réaffirmant notre solidarité agissante avec le peuple rwandais qui continue à nous émerveiller par son dynamisme et sa volonté remarquable de faire de ces passés douloureux un tremplin vers un avenir radieux et prospère. Je vous remercie de votre attention. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, nous a accordé une interview dans laquelle il a retracé les principaux événements qui ont marqué cette journée et est revenu sur les relations djibouto-rwandaises qui sont au beau fixe. On l'écoute. Après sa participation au Forum économique mondial à Amman en Jordanie, le président de la République s'est déplacé sur Kigali pour participer à la commémoration du 25e anniversaire du génocide des Tutsis. C'est un événement important de souvenir et de mémoire qui a regroupé de nombreux chefs d'État africains, mais les gens sont venus de très loin également. Il y avait la gouverneure du Canada qui était présente et d'autres personnalités comme M. Juncker, le Premier ministre belge, etc. Et c'était l'occasion de rappeler que le passé, si douloureux soit-il, ne peut pas hypothéquer l'avenir d'un pays. Et au contraire, le Rwanda a démontré que grâce à la volonté de ce peuple résilient, le Rwanda a réussi à relever la tête et surtout à faire des progrès notables dans beaucoup de secteurs. Le président de la République, dans son allocution, il a voulu exprimer la solidarité du peuple djiboutien à l'endroit du peuple rwandais. Il a également rappelé que sur le continent africain, l'épreuve que le Rwanda a subie ne devait plus se répéter. Il a également salué les efforts qui sont déployés par les forces des Nations Unies, les forces de la paix de l'Union africaine, et qui jour et nuit font le sacrifice le plus fort, qui est celui de leur vie, pour que la paix et la sécurité puissent prévaloir sur le continent africain. Le président Kagame a vraiment eu à prononcer un discours très émouvant, où il a rappelé que c'est grâce à la volonté de pardonner des survivants, de la part des survivants, que cette réconciliation et cette concorde nationale a pu être retrouvée. Mais il a également, je dirais, attiré l'attention de l'audience qu'un génocide se préparait. Ce n'est pas quelque chose qui intervenait en raison de conjectures ou d'un événement ponctuel. Et donc, il a rappelé que cela a été prémédité et même préparé pendant des années. Et donc, voici tous les ingrédients qui, a-t-il dit, conduisent à cette folie meurtrière que le Rwanda a subie en 1994.
Donc il est très important de pouvoir tirer les enseignements de ce type d'épreuves que le peuple rwandais a traversé. Et pour le continent africain qui aujourd'hui vit une situation de transformation, je crois qu'il est important que les bases et les fondamentaux de la paix soient consolidés. Et je crois que l'Union africaine s'active beaucoup à atteindre ces objectifs et c'était l'occasion aujourd'hui de rappeler un peu tous ces fondamentaux. Retour à Djibouti. Le lancement du nouveau guichet E-Visa s'est déroulé ce matin à l'aéroport international de Djibouti sous le patronage du ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed. Dans le cadre du programme régional Better Migration Management, financé par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, exécuté par l'Organisation internationale pour l'immigration, le gouvernement de Djibouti a mis en œuvre ce système E-Visa et bénéficie des aménagements nécessaires pour les nouveaux guichets à l'aéroport. Ce système permet de faciliter et de sécuriser le traitement des visas d'une part et de faciliter aux voyageurs l'entrée sur le territoire djiboutien d'autre part. Le lancement de ce nouveau guichet assurera l'uniformité de l'accès et l'approbation des visas à travers le monde et pour faciliter une intégration complète avec les systèmes de gestion de l'immigration et des frontières. Désormais, touristes et investisseurs, où qu'ils soient et à n'importe quel moment, seront en mesure de solliciter et de se voir accorder un visa de transit et de court séjour de 90 jours. Cette volonté de se placer comme destination privilégiée des investisseurs ou des touristes fait suite à la stratégie savamment mise en place par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Rappelant également que pour renforcer l'attractivité des Djibouti, les coûts ont été limités à une somme quasi symbolique. Notons que les officiels ont effectué par la suite une visite guidée de la nouvelle salle de l'immigration complètement rénovée et qui répond immédiatement aux critères internationaux. Ce réaménagement de la salle de l'immigration de la police des frontières de l'aéroport international de Djibouti va sans nul doute fluidifier les longues files d'attente. Djibouti devient ainsi le 11e pays du continent africain de s'acquérir de cette plateforme de E-Visa. Il est donc évident qu'il s'agit d'un pas de plus de notre pays dans son effort de répondre aux standards internationaux en vigueur dans de nombreux pays. Sans plus tarder, écoutons les interventions de la chargée de mission de l'OIM, suivies de celles de l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti. Et je me joins à la direction générale de la police ainsi que le ministère de l'Intérieur pour vous souhaiter la bienvenue. Aujourd'hui, cette initiative s'insère dans le cadre du projet Better Migration Management, BMM, comme on l'appelle souvent ici. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne, mais également le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, qu'on appelle aussi BMZ. Et je souhaiterais vous remercier de prime abord pour l'effort et l'appui financier de l'Union européenne, mais également de la BMZ, dans la mise en œuvre de tous les projets de BMM à Djibouti. C'est un projet qui est coordonné par la GIZ, mais mis en œuvre par plusieurs agences, dont l'OIM, UNODC, mais également Expertise France. Travail. Ce projet, bien sûr, je ne vais pas mentionner les détails parce qu'ils ont été déjà mentionnés, mais ce projet vraiment est désigné pour accompagner la politique migratoire, soit dans le cadre d'assistance pour la gestion de la migration illégale, mais aussi dans le cadre de la gestion de la migration tout à fait organisée et légale. Et bien sûr, la migration commence par les frontières, commence par l'entrée dans le pays. Et c'est pour ça que nous sommes très fiers, comme l'Union européenne, d'avoir cofinancé avec l'Allemagne ce projet qui va permettre à Djibouti de devenir un des pionniers en Afrique de ce système de e-visa. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdoulaye Abdi, a dans son intervention indiqué que ce nouveau système mettra fin à lourdeur d'une procédure plutôt administrative de l'obtention du visa. Je vous propose d'écouter son extrait. Ce visa électronique remplacera progressivement les vignettes de visa d'entrée autocollantes actuellement en usage aux différents postes de contrôle de circulation transfrontalière du service de l'immigration de Djibouti. Désormais, les personnes désireuses de venir à Djibouti
pour divers motifs d'ordre touristique, professionnel et familial, peuvent postuler leur demande en ligne par voie électronique et obtenir dans moins de 112 heures par la direction de l'immigration un récépissé attestant leur autorisation d'accès en République de Djibouti après contrôle et vérification des documents nécessaires pour leur admission en République de Djibouti, en s'acquittant bien évidemment le frais de visa également en ligne. La mise en place de ce type de visa d'entrée en ligne mettra fin à la lourdeur de procédures administratives et la personne peut demander en ligne et obtenir le visa d'entrée en produisant toutes les pièces justificatives après contrôle de ces pièces par l'autorité de l'immigration en charge de la délivrance de cette autorisation. Ainsi, la République de Djibouti, qui présente des atouts naturels considérables, comme cela a été bien précisé et signalé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, vise à un retombée économique dans le domaine touristique et des affaires commerciales en attirant plus des investisseurs étrangers et de touristes. Depuis l'année dernière, nous assistons à la promulgation d'une série de textes, de décrets et de lois favorisant l'attrait de personnes désireuses à se rendre à Djibouti, en partant d'un visa qui était parmi les plus chers au monde à un visa le moins cher au monde. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit également la mise en place de cette plateforme d'obtention de visas en ligne. Les réalisations de ce projet s'inscrit dans la modernisation de ces différents services de l'institution policière et en particulier de la direction de l'immigration. Quant au ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed, il s'est félicité de la mise en place de ce nouveau système e-visa et a rappelé que cela facilitera et sécurisera le traitement des visas. Voici ses propos. C'est un grand plaisir pour moi de déclarer officiellement que la République de Djibouti a mis en place une plateforme pour l'obtention de visas électroniques en ligne appelée e-visa, initiative mise en œuvre par l'Organisation internationale pour l'immigration avec la direction de la police nationale et financée par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement dans le cadre du projet pour une meilleure gestion des migrations, BMM. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de prime abord de souligner les grands objectifs de ce projet BMM dont la phase 1 prend fin en juin 2019. Celui-ci a pour objectif d'améliorer la gestion des migrations dans la Corne de l'Afrique et en outre faciliter et sécuriser les migrations dans la région. Dans ce contexte fort est de constater que les objectifs de projet ont été pleinement atteints à travers cette initiative de e-visa. Celui-ci est un document permettant à une personne d'être autorisée à entrer et séjourner à Djibouti pour une période déterminée. Il a pour vocation de remplacer les vignettes de visa délivrées au point d'entrée dans le pays. Désormais, les personnes désireuses de venir à Djibouti pour divers motifs d'ordre touristique, professionnel et familial peuvent postuler leur demande en ligne par voie électronique. Notre stratégie de développement Vision Djibouti 2035 vise à transformer le pays en plateforme logistique, commerciale et de services de l'Afrique de l'Est. Au cours des 15 dernières années, Djibouti a enregistré une croissance forte et rapide de son produit intérieur brut par habitant
entre 2014 et 2016, cette croissance s'est accélérée pour dépasser 6,5%. Tout à fait autre chose cette fois-ci. L'association Vaincre l'autisme Djibouti a organisé le 4 avril 2019 une soirée de gala à Djibouti Kempinski Palace à l'occasion de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. L'objectif de cette soirée est de sensibiliser l'opinion publique à la problématique de l'autisme et l'inclusion scolaire des enfants qui sont atteints. Troubles de l'interaction sociale, de la communication, l'autisme se développe de manière fulgurante en République de Djibouti, comme partout ailleurs. Créée en septembre 2018, forte d'une cinquantaine de membres, l'association Vaincre l'autisme Djibouti regroupe majoritairement des parents qui ont eu du mal à trouver des structures spécialisées qui se sont regroupées à œuvrer pour une prise en charge appropriée, notamment une structure scolaire pour les enfants atteints d'autisme organisée par cette association avec le soutien financier des sponsors nationaux, la CNSS, CAC-Bank, Kempinski Palace, Hôtel, Rotary Club, Mer des Oiseaux du Paradis et la Chambre de commerce. C'est une mission que le président de la République a donnée à l'éducation nationale, qui est de scolariser tous les enfants sur le territoire djiboutien. Et donc parmi ces enfants, il y a les enfants à besoins spéciaux et plus particulièrement aussi les enfants qui souffrent de cet handicap qui est l'autisme. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a organisé ce matin au Palais du Peuple un atelier de formation de financement climatique et le Fonds vert pour le climat pour le secteur bancaire. L'atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. Dine Abdallah Omar, ainsi que le directeur en charge de l'environnement et du développement durable. Ayant pris part tous les responsables du secteur bancaire, dont notamment le directeur du Fonds de développement économique de Djibouti, M. Ali Daoud. À travers cet atelier de sensibilisation, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, en sa qualité de point focal du Fonds vert pour le climat, a vu la nécessité de mettre en place un tel programme en vue d'une meilleure compréhension de la question de financement et surtout l'accès à ce fonds. La lutte contre le changement climatique passe par la mobilisation des acteurs locaux. Il est crucial d'encourager les institutions financières locales à faire évoluer leurs pratiques de financement en faveur de lutte contre le changement climatique. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. Dine Abdallah Omar, a rappelé que le secteur financier joue un rôle primordial dans le processus d'accompagnement de l'État dans ce combat par le biais de financement sobre en carbone. À travers cet atelier, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, en sa qualité de point focal des fonds verts pour le climat, vise à assurer une meilleure compréhension de la question du financement climatique et surtout d'accès aux fonds verts pour le climat. Le secrétariat exécutif chargé de la réforme et de l'administration, autrement dit le SECRA, a organisé ce matin aussi un atelier sur l'introduction de la déclaration des services aux citoyens au siège de la préfecture de Djibouti. L'événement a été présidé par le secrétaire exécutif chargé de la réforme et de l'administration, M. Mohamed Awaladre, le préfet de la ville de Djibouti, Ousmane Bilagiri, et le directeur de l'Institut national de l'administration publique, l'INAP. L'objectif de cette formation s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État qui est d'amorcer la mise en place d'une gouvernance administrative plus accessible aux populations et plus soutenable pour le développement social et économique. Le ministère concernés peuvent réaliser un volet d'intervention de modération pour la démocratisation du recours de la déclaration de services aux citoyens et ce en vue d'améliorer les services offerts à la population. Le gouvernement a pris certaines mesures pour surmonter les enjeux en déclenchant le processus de démocratisation de la déclaration des services aux citoyens qui pourrait être un bon moyen pour mettre en évidence les efforts du gouvernement visant à répondre aux attentes des citoyens et au développer chez les agents de l'administration. Et une culture orientée sur la qualité des services. Dans son intervention faite sur place, le secrétaire exécutif chargé de la réforme et de l'administration, Mohamed Ahmed Awaladre, déclare que le processus tendant à généraliser l'adoption de la déclaration des services aux citoyens est une mission très importante. Pour que cette mission soit une réussite, il faut y ait des efforts considérables dans l'implication des autorités politiques pour rendre effectif l'appropriation de la déclaration des services aux citoyens chez les structures administratives, a-t-il martelé avec insistance.
Actualité internationale, je vous le disais dans le titre, le président Macky Sall a annoncé hier que le Sénégal adoptera un régime présidentiel. En supprimant la fonction de Premier ministre, le chef de l'État aura une prise directe sur la politique publique. 4 jours après le début de son second mandat, le président Macky Sall a décidé hier d'entamer une réforme des institutions du Sénégal et de supprimer la fonction de Premier ministre pour établir un régime de type présidentiel. Le président sénégalais a jugé approprié et reconsidère le niveau que constitue la fonction du Premier ministre pour être lui-même un contact direct avec le niveau administratif, chargé de la mise en œuvre. Cette politique a déclaré en direct à la télévision actuelle le secrétaire général de la République, Maxime Jean-Simon Ndiaye. Le président, qui s'est défini comme un libéral social, a reconduit samedi son Premier ministre depuis 57 mois, Mohamed Boun Abdallah Dionne, et à la charge de constituer un gouvernement resserré et recentré sur les missions essentielles de l'État. Autre actualité internationale, le Premier ministre estonien Jüri Ratas a annoncé hier que son parti du centre avait conclu un accord de coalition avec le Parti conservateur de l'Union européenne et le parti extrême droite. Une alliance qui pourrait permettre à Ratas de rester au pouvoir. 3 des partis totalisent 56 des 101 sièges d'un parlement très fragmenté. Cette annonce intervient après que le président a demandé vendredi au parti de la réforme centre-droite arrivé en tête des élections législatives du mois dernier avec 28% des voix de former un gouvernement. Les dirigeants du parti de réforme disposent de 2 semaines pour présenter un projet de gouvernement. En cas d'échec, il aura la possibilité de se retourner vers la coalition établie par le Premier ministre sortant. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.